Donc, bonjour à tous. Moi, je vais vous parler du programme de recherche sur les taupes en France que l'on mène au sein de l'Institut de systématique et évolution de la biodiversité, qui est localisé au Muséum d'histoire naturelle. Donc, c'est moi qui présente aujourd'hui, mais en fait, on est une dizaine de personnes, dont plusieurs étudiants, à être actifs sur ce projet. Donc, en fait, tout ce projet a commencé en 2017 par une analyse génétique sur les taupes d'Europe. Et on s'est aperçu qu'on avait non pas une lignée, mais deux lignées génétiques bien différentes au sein de la taupe européenne, la lignée rouge que vous voyez et la lignée verte. Et vous voyez que cette lignée verte, elle est génétiquement plus proche de la taupe ibérique, Talpa occidentalis, que du reste des taupes de l'Europe. Donc en fait, il y avait deux grandes explications à ce patron. Soit la lignée verte correspondait à une nouvelle espèce qu'il fallait décrire, soit il s'agissait d'un phénomène d'introgression mitochondriale, comme Manuel en a parlé juste avant. Donc pour essayer de tester ces deux hypothèses, on a regardé la morphologie des spécimens et on s'est aperçu qu'on avait des caractères discrets qui permettaient de discriminer chacune de ces trois lignées. Donc en se basant sur les yeux, où les paupières peuvent être soudées l'une à l'autre ou pas, et en se basant sur le mésostyle des molaires supérieurs, qui peut être simple ou double. Et puis au niveau des mesures externes, on avait également des différences significatives entre chacune de ces lignées, la taupe occidentale étant la plus petite et la lignée verte correspondant à la plus grande. Donc sur base de l'ensemble de ces résultats, on a décidé de nommer une nouvelle espèce et d'appeler les anciennes taupes européennes du sud-ouest de la France et de l'Espagne, de les appeler Talpa aquitania. Donc suite à ça, on a voulu savoir s'il y avait d'autres caractères qui permettaient de différencier ces trois espèces. Donc on a fait de la morphométrie géométrique sur le crâne et la mandibule, et en se basant uniquement sur des spécimens qui étaient génotypés. Donc ici, vous avez les résultats sur la taille centroïde, donc la taille des crânes et la taille de la mandibule. Donc vous voyez qu'on a des différences significatives entre toutes les paires d'espèces. La taupe occidentale est toujours la plus petite et la taupe d'Aquitaine est toujours la plus grande, même si vous voyez que, même si la différence est significative en moyenne, on a quand même un recouvrement important des mesures entre la taupe européenne et la taupe d'Aquitaine. Ensuite, on s'intéresse à la conformation des crânes. Donc là, vous avez des résultats d'analyse en composantes principales et vous voyez les deux premiers axes de ces analyses. Donc on voit qu'on a quand même une assez bonne discrimination entre les trois espèces, même s'il y a toujours un recouvrement. Par contre, quand on fait des analyses discriminantes, là, on a 100% de spécimens bien classés. Donc si on voit rapidement, donc la taupe d'Aquitaine, elle se distingue des deux autres espèces par un crâne plus long, qui est lié en fait au nasal qui est plus long et au pariétal qui est plus long. Et puis elle est également plus large au niveau des arcs zygomatiques. Et enfin, on a un foramen magnum qui est un peu plus long. Donc c'est que des différences significatives, mais vous voyez qu'on a quand même des zones de chevauchement. Ça veut dire que si vous prenez un individu tout seul, vous n'arriverez pas à dire il appartient à cette espèce ou à cette espèce. Au niveau de la mandibule, on a des résultats assez similaires avec une relativement bonne discrimination des espèces. Par contre, cette fois-ci, la taupe d'Aquitaine se distingue des deux autres sur l'axe 2, et donc ça correspond à des différences au niveau de la longueur des rangées de molaires, un processus angulaire qui est plus long chez la taupe d'Aquitaine et un processus coronoïde qui est plus long. Ensuite, ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé, donc il y a un livre qui est paru par Jean-Pierre Quéré et Françoise Poitvin récemment, qui se focalise sur les insectivores et les rongeurs du sud de la France. Et dans le sud de la France, ils ont proposé un certain nombre de caractères pour discriminer la taupe européenne de la taupe d'Aquitaine. Donc nous, on a repris ces caractères. Par contre, au lieu de se concentrer sur le sud de la France, on l'a fait à l'échelle française, pour voir si ces caractères ils marchent aussi à l'échelle de la France. Donc on a d'abord regardé le foramen ici. Vous voyez qu'il est beaucoup plus large chez la taupe européenne que chez la taupe d'Aquitaine.
Donc sur l'ensemble de nos spécimens, ce caractère, il marche assez bien. Vous voyez qu'il est large chez 98% des spécimens de Talpa europea et il est réduit chez 92% des spécimens d'Aquitania. Donc ça marche assez bien, mais une fois de plus, ce n'est pas un caractère qui va marcher à 100%. Ensuite, on a regardé ici la jonction de la baguette osseuse avec l'arc zygomatique. Est-ce qu'il arrive au niveau de la M3 ou est-ce qu'il arrive à la jonction entre M2 ou M3 ? Donc là encore, ça marche surtout bien chez la taupe européenne, en fait, où ça arrive vraiment au niveau de la M3 chez 98% des spécimens. Par contre, chez la taupe d'Aquitaine, c'est pas un super caractère, puisque finalement, il tombe à l'aplomb de M2 et M3 que chez 76% des spécimens. Ensuite, on a regardé la hauteur du rostre ici au niveau des canines, qui était censé être plus grand chez la taupe européenne par rapport à la taupe d'Aquitaine. Donc en effet, on a bien, c'est ce qui vous est présenté là-haut, on a bien une différence significative entre les deux. Par contre, vous voyez qu'on a un fort recouvrement des valeurs minimales et maximales. Donc là encore, en fait, si vous prenez un spécimen et que vous mesurez, ça ne vous permettra pas de dire c'est une taupe d'Aquitaine ou c'est une taupe européenne. Et alors par contre, un caractère qui ne marche plus du tout, c'est la longueur de la rangée des molaires, puisqu'on n'a pas de différence significative entre les deux. Alors, outre la morphologie, on a regardé aussi un peu le caryotype. Donc là, vous avez des caryotypes en bande R. Donc la taupe européenne et la taupe d'Aquitaine présentent exactement la même formule chromosomique, avec 2n égale 34 chromosomes. Et vous voyez que c'est des chromosomes qui sont assez similaires, avec essentiellement des chromosomes métacentriques. Donc ça paraît hyper similaire. Après, si on regarde en détail, on a un certain nombre de paires chromosomiques pour lesquelles on a des différences entre la taupe européenne et la taupe d'Aquitaine. Alors si vous regardez bien le détail des alternances noires et gris clair, donc en fait en gris clair, c'est les blocs hétérochromatiques, donc ça correspond grosso modo à des séquences répétées du génome. Et vous voyez que ces blocs hétérochromatiques, ils sont beaucoup plus longs chez la taupe d'Aquitaine par rapport à la taupe européenne. Donc ça c'est vrai pour plusieurs paires chromosomiques. Et une autre chose qui est super intéressante, c'est que chez la taupe européenne, on a très très peu de variabilité entre les individus. Ils ont vraiment tous le même caryotype, avec les mêmes tailles de chromosomes, les mêmes alternances de bandes sombres et de bandes claires. Par contre, chez la taupe d'Aquitaine, on a un très fort polymorphisme intraspécifique. Et ce polymorphisme intraspécifique, il est justement lié à ces blocs hétérochromatiques. Vous voyez qu'ils peuvent être plus ou moins longs d'un individu à un autre. Et aussi au niveau du chromosome 15, on a quelque chose de très intéressant, parce que ici vous avez le centromère, et on a une inversion péricentromérique. Donc ça, potentiellement, les inversions péricentromériques, ça peut conduire, lors de la reproduction, à des gamètes qui ne sont pas fertiles. Et la dernière chose qui était assez étonnante, c'est que les spécimens de l'Aveyron et les spécimens du Morvan étaient différents au niveau de la taille de leurs chromosomes. Alors un autre axe de recherche, c'est de répondre à la question quelle est la distribution géographique des deux espèces en France. Donc, dans notre article de 2017, on avait proposé que la Loire forme une barrière géographique entre les deux espèces. Et finalement, grâce à un échantillonnage assez intensif, en revoyant les spécimens de musée, et puis en invitant les gens à nous envoyer des spécimens venant d'un peu partout en France pour augmenter l'échantillonnage, plusieurs personnes dans la salle ont participé à cela. Donc vous voyez que finalement, la Loire n'est pas une barrière biogéographique, puisqu'on a des spécimens de Talpa europea au sud de la Loire, et on a des spécimens de Talpa aquitania au nord. Et alors on a aussi, et vous voyez aussi qu'il ne faut pas hésiter à envoyer des nouveaux spécimens. On a toute cette zone qui est très peu couverte,
Et puis on a deux zones particulièrement intéressantes. On a la zone des Pyrénées, où on retrouve quelques spécimens de Talpa europea, confirmés à la fois sur base génétique et morphologique. Et puis on a quelques spécimens de Talpa aquitania, ici dans le sud-est de la France. Donc il faudrait vraiment pouvoir échantillonner plus dans tout le sud de la France pour essayer de mieux comprendre la répartition. Donc pour expliquer cette distribution géographique, on s'est posé la question d'une exclusion compétitive entre les espèces, puisque chez les animaux souterrains, la taille du corps et la capacité à creuser entraînent généralement des phénomènes de dominance entre espèces, ce qui fait que chez les taupes, on a rarement co-occurrence de plusieurs espèces à un endroit donné. Ou alors quand ça a lieu, c'est vraiment lié au fait qu'on a une mosaïque d'habitat. Donc on a regardé les différences morphologiques au niveau de l'avant-bras et de la main. Donc ça, c'est encore en cours d'étude, donc je vais vous présenter rapidement les résultats sur l'humérus et l'ulna. Donc on a fait de la morphométrie géométrique. On a toujours des variations de taille centroïde entre les espèces, avec toujours la taupe occidentale qui est plus petite et la taupe d'Aquitaine qui est plus grande. Et puis on a des différences significatives entre les espèces sur la conformation de l'humérus et la conformation de l'ulna. Donc je ne vais pas entrer dans les détails, mais vous voyez que c'est assez clair sur ces analyses en composantes principales. Et un autre résultat intéressant, c'est que là aussi, on observe au sein de la taupe aquitaine une variation morphologique importante, et notamment deux grands blocs qui correspondent à deux régions géographiques différentes, qui sont l'Aveyron et le Morvan. Donc on a des différences anatomiques de taille et de conformation entre les espèces, et ces différences, elles se situent principalement au niveau des zones d'articulation et des zones d'insertion musculaire, et je vous ai remis ici les 4 principaux muscles impliqués. Et on sait que les articulations ont un rôle dans la force et la stabilité des mouvements. Donc il y aura de probables différences entre les espèces dans leur force musculaire, dans la force de flexion du coude, et dans les mouvements de rotation de l'ulna. Donc potentiellement, elles ont des capacités à creuser des sols plus ou moins compacts qui sont différentes. Et une autre chose à investiguer dans les années à venir, c'est les différences entre les spécimens de l'Aveyron et de la Gironde. Donc il va être intéressant de retourner aux données écologiques pour voir s'ils ont été capturés dans des types de sols différents. Donc en perspective, on envisage de mener des études morpho-fonctionnelles pour mieux comprendre comment les taupes creusent, donc avec des observations 3D des mouvements. Et puis on est en train de développer un système avec des radiographies vidéo de taupes qui sont en train de creuser. Et ces radios vidéo couplées aux analyses de CT scan sur les os vont vraiment nous permettre de représenter les mouvements des os des taupes qui sont en train de creuser. Donc on devrait voir donc on va les faire passer dans des systèmes avec des sols plus ou moins compacts. Donc là, on l'a fait pour l'instant dans les taupes qui creusent dans de la semoule. Donc on va voir l'effet de la compacité du sol sur la performance de creusage des espèces, et on pourra faire le lien directement entre morphologie des membres et performance. Et on espère à terme mieux comprendre la distribution des espèces. Ben, ça tombe bien. Et le dernier axe de recherche, c'est un axe sur le régime alimentaire. Donc en fait, il y a très peu de données sur le régime alimentaire des taupes. Toutes les données qu'il y a dans la biblio, il y en a beaucoup pour l'Angleterre et un peu. Et après, on a des données sur la taupe d'Europe, mais où on ne nous dit pas d'où viennent les spécimens. Donc on voudrait mieux connaître leur régime alimentaire et savoir s'il y a des différences. Et si jamais différence il y a, est-ce qu'elles sont liées à des disponibilités de proies différentes, ou est-ce qu'elles sont liées à des capacités à attraper et consommer des proies différentes. Donc on a commencé des analyses de contenus stomacaux, et on fera des tests de préférence alimentaire et de force de morsure. Donc voilà, donc j'en ai fini. Je vous remercie pour votre attention. Là, je vous ai mis les dernières publications qu'on a faites sur le sujet. Et je réponds à vos questions. Merci Joanne. Donc des questions, bien sûr.
Oui, merci Violaine. Est-ce qu'on a cherché à savoir si les deux espèces hybridaient? On n'a pas fait de test pour l'instant. Dans les données génétiques, on n'a rien vu. Enfin, on n'a pas fait de la génétique approfondie pour répondre à cette question, parce qu'à chaque fois, on a séquencé un gène mitochondrial et un gène nucléaire. Mais on n'a pas eu de discordance entre les deux, et on n'a jamais vu de discordance entre nos observations morphologiques et génétiques. Donc, pour l'instant, non. Mais il faut vraiment échantillonner dans la zone d'un peu de contact pour répondre à la question. Et il n'y a toujours pas de génome complet de taupe disponible à ce jour. D'autres questions? Oui, c'est quand même incroyable, là, cette taupe d'Aquitaine qui vit dans le Var, là, enfin, il y a une petite population, puis inversement dans les Pyrénées, la taupe d'Europe, là, qui est dans une vallée pyrénéenne. Est-ce que, a priori, comme ça, il y aurait une explication? Alors, est-ce que c'est des populations reliques de temps plus anciens, en fait, où les distributions auraient été assez différentes? Parce qu'en fait, si on a dominance d'une espèce sur l'autre, dans certains types de sols, petit à petit, il y a ça en Asie sur des taupes du genre Mojura, il y a vraiment une dynamique temporelle qu'on observe de 10 ans en 10 ans, on voit vraiment les espèces qui se déplacent l'une par rapport à l'autre. Donc ça peut être le reste d'une ancienne dynamique. Après, est-ce qu'il peut y avoir des animaux qui sont transportés vraiment par l'homme transporte des grandes quantités de terre, je ne sais pas. Après, dans les Pyrénées, ce qu'il faudra regarder aussi, c'est vraiment les types de sols dans lesquels les taupes sont capturées. Parce que peut-être que, voilà, lié à l'altitude, tu peux avoir peut-être des types de sols différents qui permettent une coexistence à cet endroit-là, ce qui ne serait pas le cas ailleurs en France. Il y a encore place pour une ou deux questions. Moi j'en ai une concernant le critère des mésostyles, parce que les dents des taupes, elles s'usent quand même beaucoup. Là, on voit les taupes parfois avec des dents complètement plates. Ouais. Donc ces critères-là, ça marche que sur des individus jeunes. Je dirais 70% des individus. Il y en a 30% que tu ne peux pas identifier. Et je me disais, la hauteur du rostre, justement par rapport à la canine, elle aussi, elle s'use quand même. Ouais. Donc ces données biométriques, elles sont un peu discutables. Ouais. Question? Ah bah bien, voilà. Vous l'avez peut-être dit au début, si jamais je m'excuse, mais l'échantillonnage a été fait comment? C'est des individus qui viennent de musées, ou bien c'est des cadavres collectés, ou bien... De tout. De tout, d'accord, ouais. Et du coup, est-ce que vous pensez qu'il y a un biais lié à ça aussi? Peut-être dans certains milieux naturels, il y aurait moins beaucoup d'individus qui viendraient de là? Je veux dire, c'est majoritairement, j'imagine, des cadavres qui sont trouvés dans des zones très rurales et du coup très habitées. Ouais. Donc je pense que dans les Pyrénées, par exemple, vous avez beaucoup moins de données. Ah oui, oui. Enfin, il y a la carte avec les nombres de points, mais c'est vrai qu'il y a des zones en fait, où on est avec des copiers, donc on a 50 individus de champ. Et puis il y a des zones où c'est juste des gens qui nous ont envoyé les spécimens capturés par les chats ou trouvés morts. Là, on a peu de spécimens. Je m'en permets encore une. Dans l'article sur lequel vous avez fait de la modélisation, la taupe d'Aquitaine pourrait être présente en Normandie, par exemple, sur tout l'ouest de la Normandie. Si on regarde si on fait de la modélisation de niche climatique, donc c'est vraiment que sur le climat, oui c'est ça. Mais en fait, clairement, il n'y a pas que le climat qui influence la distribution. On imagine. Ok, ben merci, on va enchaîner.